Chapitre 12. Le savoir, tel que nous l'avons défini, en l'opposant à son contraire, le concept du sentiment, est la connaissance abstraite, c'est-à-dire la connaissance rationnelle. Mais comme la raison se borne toujours à reporter devant la connaissance ce qui a été perçu d'autre part, elle n'élargit pas à proprement parler notre connaissance, mais elle lui donne une autre forme. Ainsi, tout ce qui était intuitif, tout ce qui était connu in concreto, est connu comme abstrait et comme général. Cela est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire au premier abord, à en juger par cette simple expression. Car pour conserver définitivement, pour communiquer la connaissance, pour en faire un emploi sûr et varié, il faut qu'elle soit une science, une connaissance abstraite. La connaissance intuitive ne vaut jamais que pour un cas isolé. Elle va au plus prochain et s'arrête là parce que la sensibilité et l'entendement ne peuvent embrasser proprement qu'un seul objet à la fois. Toute activité soutenue, compliquée, méthodique, doit procéder de principe, c'est-à-dire du savoir abstrait, et être dirigée par lui. Ainsi, pour prendre un exemple, la connaissance qu'a l'entendement des rapports de cause à effet est plus parfaite, plus profonde, plus adéquate que celle qu'on en peut avoir en les pensant in abstracto. L'entendement seul connaît par intuition, d'une manière immédiate et parfaite, le mode d'action d'une poulie, d'une roue d'engrenage, la manière dont une voûte repose sur elle-même, etc. Mais à cause de ce caractère particulier à la connaissance intuitive que nous venons d'indiquer, de valoir uniquement pour le présent, le simple entendement ne suffit pas pour la construction de machines ou de bâtiments. Il faut y introduire la raison, mettre des concepts abstraits à la place des intuitions, s'en servir pour diriger le travail. Et s'ils sont justes, le succès s'en suivra. De même, nous connaissons parfaitement, par intuition pure, la nature et les lois d'une parabole, d'une hyperbole, d'une spirale. Mais pour faire une application sûre dans la réalité de ce genre de connaissance, il faut qu'elle devienne une connaissance abstraite et qu'elle perde tout caractère intuitif pour obtenir en échange toute la certitude et toute la précision du savoir abstrait. Tout le calcul différentiel n'augmente en rien notre connaissance des courbes. Il ne contient rien de plus que ce qui était déjà dans la simple intuition pure. Mais il change le mode de connaissance et transforme l'intuition en cette connaissance abstraite, qui est si féconde au point de vue de l'application. Ici se présente une particularité de notre faculté de connaître, qu'on n'a pas pu distinguer jusque-là bien nettement, attendu que la différence de la connaissance intuitive et de la connaissance abstraite n'était pas encore marquée d'une façon parfaitement claire. C'est que les rapports d'espace ne peuvent entrer directement et tels quels dans la connaissance abstraite. Elle ne peut s'approprier que les grandeurs temporelles, c'est-à-dire les nombres. Les nombres seuls peuvent être exprimés en concepts abstraits qui leur correspondent exactement, mais non les quantités dans l'espace. Le concept de 1000 est aussi différent du concept de 10 que deux quantités de temps différents entre elles dans l'intuition. En pensant 1000, nous pensons aux multiples déterminés de 10 auxquels nous pouvons le réduire pour faciliter l'intuition dans le temps. En d'autres termes, nous pouvons le compter. Mais entre le concept d'une lieue et celui d'un pied, il n'y a aucune différence précise qui corresponde à ces deux quantités, si nous ne nous représentons intuitivement l'un et l'autre, et si nous ne recourons au nombre. Il n'offre à notre raison qu'une notion de quantité étendue dans l'espace, et pour pouvoir les comparer d'une façon suffisante, il faut avoir recours à l'intuition de l'espace, et par conséquent abandonner le terrain de la connaissance abstraite, ou bien il faut penser la différence en nombre.
Quand donc on veut avoir une connaissance abstraite des notions de l'espace, elles doivent d'abord être traduites en relation de temps, c'est-à-dire en nombre. Voilà pourquoi c'est l'arithmétique et non la géométrie qui est la science générale des quantités. Et pour que la géométrie puisse être enseignée, pour qu'elle ait de la précision et devienne pratiquement applicable, elle doit se traduire arithmétiquement. On peut penser, même in abstracto, un rapport d'espace comme tel, par exemple, le sinus croît en proportion de l'angle. Mais s'il faut indiquer la grandeur de ce rapport, alors il est nécessaire de recourir au nombre. Ce qui fait que les mathématiques sont si difficiles, c'est la nécessité où l'on se trouve de traduire l'espace avec ses trois dimensions en notion du temps, qui n'en a qu'une, toutes les fois qu'on veut connaître abstraitement, c'est-à-dire savoir, et non pas simplement connaître intuitivement, des rapports dans l'espace. Il suffit pour s'en convaincre de comparer l'intuition des couleurs avec leur calcul par l'analyse, ou bien les tables de logarithmes des fonctions trigonométriques avec l'aspect intuitif des rapports variables entre les éléments du triangle que ces logarithmes expriment. Quelle combinaison immense de chiffres, quel calcul fatigant n'a-t-il pas fallu pour exprimer in abstracto ce que l'intuition saisit d'un seul coup, en entier, et avec la plus grande exactitude, savoir que le cosinus décroît à mesure que le sinus croît, que le cosinus de l'un des angles est le sinus de l'autre, qu'il y a un rapport inverse de croissance et de décroissance entre les deux angles. Combien, si je puis dire, le temps, avec son unique dimension, n'a-t-il pas dû se mettre à la torture pour arriver à rendre les trois dimensions de l'espace? Mais cela était nécessaire si nous voulions avoir, dans l'intérêt de l'application, une réduction en concepts abstraits des rapports de l'espace. Il était impossible de faire cette réduction immédiatement. On ne pouvait y arriver qu'au moyen de la quantité propre au temps, c'est-à-dire du nombre, seul concept qu'on puisse faire entrer directement dans la connaissance abstraite. Une chose bien digne de remarque, c'est qu'autant l'espace est approprié à l'intuition, et grâce à ces trois dimensions, permet d'embrasser des rapports même compliqués, autant il se dérobe à la connaissance abstraite. Au contraire, le temps se réduit facilement en concept abstrait, mais il prête très peu à l'intuition. Notre intuition des nombres, dans leur élément essentiel, la succession pure, indépendamment de l'espace, va à peine jusqu'à 10. Au-dessus de 10, nous n'avons plus que des concepts abstraits. La connaissance intuitive des nombres étant impossible au-delà. En revanche, nous attachons à chaque nom de nombre et à chaque signe algébrique une idée abstraite très précise. Remarquons ici que bien des esprits ne se satisfont complètement que dans la connaissance intuitive. Ce qu'ils cherchent, c'est une représentation intuitive des causes de l'existence dans l'espace et de ses conséquences. Une démonstration d'Euclide ou la solution arithmétique d'un problème de géométrie dans l'espace les laisse indifférents. D'autres esprits, au contraire, ne tiennent qu'aux concepts abstraits, utiles pour l'application et l'enseignement. Ils ont la patience et la mémoire nécessaires pour les principes abstraits, les formules, les déductions enchaînées en syllogismes, pour les calculs, dont les signes représentent les abstractions les plus compliquées. Ceux-ci veulent savoir, ceux-là veulent voir. La différence est caractéristique. Ce qui fait le prix de la science, de la connaissance abstraite, c'est qu'elle est communicable, et qu'il est possible de la conserver une fois qu'elle est fixée. C'est ainsi seulement qu'elle est, pour la pratique, d'une importance inappréciable. On peut acquérir, à l'aide du simple entendement, une connaissance intuitive immédiate du rapport causal, des modifications et des mouvements des corps naturels, et s'en contenter pleinement. Mais on ne peut la communiquer que lorsqu'on l'a fixée dans des concepts.
Même pour la pratique, la connaissance intuitive est suffisante quand on est seul à l'appliquer et quand on l'applique pendant qu'elle est encore vivante. Elle ne suffit plus lorsqu'on a besoin du secours d'autrui pour l'appliquer, ou quand cette application ne se présente qu'à certains intervalles. Il faut, par conséquent, un plan déterminé. Par exemple, un habile joueur de billard peut avoir une connaissance parfaite des lois du choc des corps élastiques, connaissance acquise à l'aide du seul entendement. Pour l'intuition immédiate, cette connaissance lui suffit pleinement. Mais le savant seul, qui s'occupe de mécanique, a proprement la science de ces lois, c'est-à-dire une connaissance in abstracto. Même pour la construction des machines, on peut se contenter de la simple connaissance intuitive de l'entendement, quand l'inventeur de la machine est aussi le seul à l'exécuter, comme cela est arrivé souvent à des ouvriers industrieux et sans culture scientifique. Mais quand il faut employer plusieurs hommes et agir avec ensemble et à divers moments pour exécuter un travail mécanique, une machine ou un édifice, celui qui le dirige doit avoir fait d'avance un plan in abstracto. C'est seulement grâce à la raison qu'un tel concours d'activité est possible. Il est à remarquer que ce premier mode d'activité, qui consiste à exécuter seul un travail ininterrompu, peut être gêné par la connaissance scientifique, c'est-à-dire par l'emploi de la raison, de la réflexion. C'est ce qui arrive au billard et à l'escrime. Il en est de même quand on chante ou qu'on accorde un instrument. Ici, la connaissance intuitive doit guider immédiatement l'activité. Lorsque la réflexion la traverse, elle la rend incertaine, en partageant l'attention et en troublant l'individu. C'est pourquoi les sauvages et les hommes peu cultivés, qui n'ont pas l'habitude de la pensée, accomplissent certains exercices du corps, combattent les bottes féroces, lancent les traits, avec une sûreté et une rapidité que l'Européen réfléchi ne saurait égaler, parce que sa réflexion le fait hésiter et temporiser. Il cherche, par exemple, à trouver le point juste, le bon moment, par rapport à deux extrêmes également mauvais. L'homme de la nature les trouve immédiatement, sans tous ces tâtonnements de la réflexion. De même, il m'est inutile de savoir indiquer in abstracto, en degrés et en minutes, l'angle sous lequel je dois manier mon rasoir, si je ne le connais pas intuitivement, c'est-à-dire si je ne l'ai pas dans la main. L'emploi de la raison est aussi funeste à l'intelligence de la physionomie. L'entendement seul peut la saisir immédiatement. Comme on dit, on ne peut que sentir l'expression, la signification des traits, ou en d'autres termes, on ne peut la réduire en concept abstrait. Chaque homme a une science immédiate et intuitive de la physionomie, et une pathognomonique à lui. Cependant, les uns saisissent plus facilement que les autres cette signatura rerum. Mais une connaissance in abstracto de la physiognomonie ne peut ni constituer une science, ni s'enseigner comme telle, car les nuances en sont si fines que le concept ne peut descendre jusqu'à elles. C'est pourquoi il y a le même rapport entre ces nuances et le savoir abstrait qu'entre une mosaïque et un tableau de Van der Wert ou de Denner. Si fine que soit la mosaïque, les pierres en sont nettement distinctes, et par conséquent, il ne peut y avoir de transition entre les teintes. De même, on aurait beau subdiviser à l'infini les concepts, leur fixité et la netteté de leurs limites les rendent incapables d'atteindre les fines modifications de l'intuition. Et c'est là le point important dans l'exemple particulier de la physiognomonie. Cette même propriété des concepts, qui les rend semblables aux pierres d'une mosaïque, et en vertu de laquelle l'intuition reste toujours leur asymptote, les empêche aussi de rien produire de bon dans l'ordre de l'art. Si un chanteur ou un virtuose voulait régler son exécution par la réflexion, c'en serait fait de lui. Il en est de même pour le compositeur, le peintre, le poète. Le concept est toujours stérile pour l'art. Il peut tout au plus en régler la technique.
Son domaine, c'est la science. Dans notre troisième livre, nous approfondirons cette question et nous ferons voir comment l'art, proprement dit, procède de la connaissance intuitive et jamais du concept. Au point de vue de la conduite et du charme des manières, le concept n'a encore qu'une valeur négative. Il peut réprimer les sorties grossières de l'égoïsme et de la bestialité. La courtoisie est son heureux ouvrage. Mais tout ce qui attire, tout ce qui plaît, tout ce qui séduit dans l'extérieur et les façons, l'aimable et l'amical, ne peut pas procéder du concept. Au contraire. Dès que l'intention se laisse voir, elle déplaît. Toute dissimulation est l'œuvre de la réflexion, mais elle ne peut pas durer. Nemo potest personam diufere fictam, dit Sénèque dans son traité de la clémence. La plupart du temps, elle se trahit et elle manque son but. Dans la grande concurrence vitale, où il faut se décider vite, agir avec audace, saisir promptement et fortement, la raison pure est nécessaire sans doute, mais elle peut tout gâter. Si elle arrive à obtenir la haute main, c'est-à-dire si elle arrête l'action intuitive, spontanée de l'entendement, qui nous ferait trouver et prendre immédiatement le bon parti, et si elle amène ainsi l'indécision. Enfin, la vertu et la sainteté ne dérivent pas non plus de la réflexion, mais des profondeurs mêmes de la volonté et de ses rapports avec la connaissance. Nous éclaircirons ailleurs cette question. Je veux seulement faire remarquer ici que les dogmes qui ont rapport à la morale peuvent être les mêmes dans la raison de toutes les nations, mais que l'action diffère en chacune, et vice-versa. L'action, comme la parole, obéit au sentiment, ce qui veut dire qu'elle n'est pas réglée par des concepts, en ce qui concerne son contenu moral. Les dogmes occupent la raison paresseuse, et l'action produit son cours sans s'occuper d'eux. Elle ne se règle pas d'après des concepts abstraits, mais d'après des maximes tacites, dont l'expression fait précisément tout l'homme. Aussi les dogmes religieux des peuples peuvent être différents. Toute bonne action n'en est pas moins accompagnée, pour eux, d'une satisfaction secrète, et toute mauvaise action d'un perpétuel remords. Toutes les moqueries du monde n'ébranleront jamais la première. Toutes les absolutions des confesseurs ne calmeront jamais les seconds. Cependant, nous ne devons pas dissimuler que, dans l'expérience, l'intervention de la raison n'est pas inutile à l'homme vertueux. Mais la raison n'est pas la source de la vertu. Son action est toute secondaire. Elle consiste à maintenir les résolutions, une fois prises, à rappeler les règles de conduite pour mettre en garde l'esprit contre les faiblesses du moment, et donner plus d'unité à la vie. Le rôle de la raison est le même dans le domaine de l'art, où elle n'est pas la faculté essentielle. Elle se borne à soutenir l'exécution, parce que le génie ne veille pas toujours, et que son œuvre cependant doit être achevée dans toutes les parties et former un tout. Chapitre 13. Toutes ces considérations sur l'utilité, comme sur les inconvénients de l'emploi de la raison, n'ont pas d'autre but que de montrer clairement que le savoir abstrait, pur reflet de la représentation intuitive, tout en étant fondé sur elle, ne lui est pas identique au point de la suppléer. Elle ne lui correspond même jamais exactement. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, bien des actions humaines ne s'accomplissent qu'avec l'aide de la raison et de la réflexion. D'autres, au contraire, répugnent à l'emploi de ces deux facultés. Cette impossibilité de réduire la connaissance intuitive à la connaissance abstraite, en vertu de laquelle l'une se rapproche toujours de l'autre, comme la mosaïque de la peinture, est le fond d'un phénomène très digne d'attention, qui appartient, comme la raison, exclusivement à l'homme, et dont on a cherché jusqu'ici de nombreuses explications, toujours insuffisantes. Je veux parler du rire. Nous ne pouvons nous abstenir, à cause de cette origine, de fournir ici quelques éclaircissements,
bien qu'il retarde de nouveau notre marche. Le rire n'est jamais autre chose que le manque de convenance, soudainement constaté, entre un concept et les objets réels qu'il a suggérés, de quelque façon que ce soit. Et le rire consiste précisément dans l'expression de ce contraste. Il se produit souvent lorsque deux ou plusieurs objets réels sont pensés sous un même concept et absorbés dans son identité, et qu'après cela une différence complète dans tout le reste montre que le concept ne leur convenait qu'à un seul point de vue. On rit aussi souvent lorsqu'on découvre tout à coup une discordance frappante entre un objet réel unique et le concept sous lequel il a été subsumé, à juste titre, mais à un seul point de vue. Plus est forte la subsumption de telle réalité sous le concept en question, plus en outre leur contraste avec lui sera considérable et nettement tranché, et plus d'autre part sera puissant l'effet risible qui jaillira de cette opposition. Le rire se produit donc toujours à la suite d'une subsumption paradoxale, et par conséquent inattendue, qu'elle s'exprime en parole ou en action. Voilà en abrégé la vraie théorie du rire. Je ne m'arrêterai pas ici à raconter des anecdotes à l'appui de ma théorie, car elle est si simple et si facile à comprendre qu'elle n'en a pas besoin, et les souvenirs du lecteur en tant que preuve ou commentaire auraient exactement la même valeur. Mais cette théorie affirme et prouve en même temps la distinction qu'il y a à établir entre les deux espèces de rire. D'abord, cette distinction ressort bien en effet de la dite théorie. Ou bien deux ou plusieurs objets réels, deux ou plusieurs représentations intuitives sont données dans la connaissance, et on les identifie volontairement sous l'unité d'un concept qui les embrasse tous deux. Cette espèce de comique s'appelle esprit. Ou bien, et inversement, le concept existe d'abord dans la connaissance, et on va de lui à la réalité et à notre mode d'agir sur elle, c'est-à-dire à la pratique. Des objets qui, d'ailleurs, diffèrent profondément, mais toutefois sont réunis sous le même concept, sont considérés et traités de la même manière, jusqu'à ce que la grande différence qui existe entre eux, par ailleurs, se produise tout à coup, à la surprise et à l'étonnement de celui qui agit. Ce genre de comique, c'est la bouffonnerie. Par conséquent, tout ce qui fait rire est un trait d'esprit ou un acte bouffon, suivant qu'on est allé de la disconvenance des objets à l'identité du concept, ou vice-versa. Le premier cas est toujours volontaire, le second toujours involontaire et nécessité par le dehors. Renverser visiblement ce point de vue et déguiser l'esprit en bouffonnerie, c'est l'art du fou de cour et de l'arlequin. Tous deux ont conscience de la diversité des objets qu'ils réunissent en un même concept, avec une malice cachée, après quoi ils éprouvent la surprise qu'ils ont préparée eux-mêmes à la vue de la diversité qui se découvre. Il résulte de cette courte mais suffisante théorie du rire qu'en mettant à part cette dernière catégorie, des fous de cour, l'esprit se manifeste toujours en parole, et l'extravagance, la plupart du temps, en action, bien qu'elle se traduise également en mots lorsqu'elle se borne à annoncer une intention sans l'exécuter ou à formuler un simple jugement ou encore un avis. À la bouffonnerie se rattache aussi le comique pédant. Il consiste à accorder peu de confiance à son propre entendement et par conséquent à ne pouvoir pas lui permettre de distinguer immédiatement ce qui est juste dans un cas particulier, à le placer alors sous la tutelle de la raison et à se servir d'elle dans toutes les occasions, c'est-à-dire à partir toujours de concepts généraux, de règles ou de maximes, et à s'y conformer exactement dans la vie, dans l'art, et même dans la conduite morale. De là cet attachement du pédant pour la forme, les manières, les expressions et les mots, qui tiennent chez lui la place de la réalité, des choses. Alors apparaît bientôt la disconvenance du concept avec la réalité. Alors on voit que le concept ne descend jamais jusqu'au particulier, et que sa généralité, en même temps que sa détermination si précise, ne lui permettent pas de cadrer avec les fines nuances et les modifications multiples du réel. C'est pourquoi le pédant, avec ses maximes générales, est presque toujours pris au dépourvu dans la vie. Il est imprudent, sot et inutile.
En art, où les idées générales n'ont rien à faire, il produit des œuvres manquées, sans vie, raides et maniérées. Même en morale, on a beau former le projet d'être probe ou généreux, on ne peut pas toujours le réaliser avec des maximes abstraites. Dans bien des cas, la nature même des circonstances, dont les nuances sont infinies, exige que l'homme, pour choisir la meilleure voie, ne consulte directement que son caractère. Car la simple application des maximes abstraites tantôt donne de faux résultats, parce que ces maximes ne conviennent qu'à demi, tantôt est impraticable parce qu'elles sont étrangères au caractère individuel de celui qui agit, et que le caractère ne se laisse jamais complètement tromper, et de là des inconséquences. On pourrait adresser à Kant lui-même le reproche de pousser à la pédanterie en morale, lui qui fonde la valeur morale d'une action sur ce fait qu'elle procède de maximes abstraites de la raison pure, sans qu'il y ait inclination ou choix momentané. Ce reproche se retrouve au fond de l'épigramme de Schiller, qui est intitulé Scrupules de conscience. Quand, surtout en politique, il est question de doctrinaires, de théoriciens, d'érudits, c'est de pédants qu'il est question, c'est-à-dire de gens qui connaissent bien les choses in abstracto, mais jamais in concreto. L'abstraction consiste à élaguer le détail particulier. Or, le détail est l'essentiel dans la pratique. Pour compléter cette théorie, nous avons encore à mentionner le mot, le calembour, auquel on peut rattacher l'équivoque, qui ne sert guère qu'à exprimer l'obscénité. De même que l'esprit consiste à réunir deux objets réels très différents sous un même concept, le calembour consiste à confondre deux concepts sous un même mot grâce à un pur hasard. Il en résulte le même contraste, seulement plus terne et plus superficiel, parce qu'il ne sort pas de la nature des choses, mais d'un simple hasard de dénomination. En matière d'esprit, l'identité est dans le concept, la différence dans les choses. En matière de calembour, la différence est dans les concepts, et l'identité dans les sons du mot. Ce serait faire un parallèle trop cherché que de montrer entre le calembour et le mot d'esprit le même rapport qu'entre la parabole du cône supérieur dont le sommet est en bas et celle du cône inférieur. Le quiproquo est un calembour involontaire. Il est à ce dernier ce que l'extravagance est à la saillie. Aussi ceux qui ont l'oreille dure prêtent-ils souvent à rire comme les fous, et les comiques de bas étage s'en servent souvent en guise de bouffons pour exciter le rire. Je n'ai considéré ici le rire que par son côté psychologique. Pour le côté physique, je renvoie à ce que j'en ai dit dans mes Parerga, volume 2, chapitre 6, paragraphe 96, page 134 de la première édition. Chapitre 14. Après ces diverses considérations, qui, je l'espère, feront mieux comprendre la différence et le rapport qu'il y a entre le mode de connaissance de la raison pure, la science et le concept d'une part, et la connaissance immédiate d'autre part, dans l'intuition purement sensorielle et mathématique, ainsi que la perception par l'entendement. Après la théorie épisodique du sentiment et du rire, à laquelle nous sommes arrivés presque inévitablement, par suite de ce merveilleux rapport qui existe entre tous nos modes de connaissance, je reviens à la science, et je vais en poursuivre l'examen comme celui du troisième privilège que la raison a donné à l'homme, en outre du langage et de la conduite réfléchie. Les considérations générales sur la science que nous allons aborder concerneront les unes la forme, les autres le fond même de ses jugements, et enfin sa substance. Nous avons vu que, la logique pure exceptée, toutes les autres sciences n'ont pas leur principe dans la raison même, mais que, puisées ailleurs sous la forme de connaissances intuitives, elles sont déposées en elles, où elles revêtent la forme toute différente de connaissances abstraites. Tout savoir, c'est-à-dire toute connaissance élevée à la conscience abstraite, est à la science proprement dite dans le rapport de la partie au tout. Tout le monde arrive, grâce à l'expérience, et à force de regarder les phénomènes particuliers, à connaître bien des choses.
Mais celui dont le but est de connaître in abstracto n'importe quel genre d'objet, celui-là seul vise à la science. À l'aide des concepts, il peut isoler ce genre d'objet. Aussi, au début de toute science, y a-t-il un concept qui détache une partie de l'ensemble des choses et nous en promet une entière connaissance in abstracto. Par exemple, la notion des rapports de l'espace, ou de l'action réciproque des corps inorganiques, ou de la nature des plantes, des animaux, ou les changements successifs à la surface de la Terre, ou les modifications de l'espèce humaine prises dans son ensemble, ou la formation d'une langue, etc. Si la science voulait acquérir la connaissance de son objet, en examinant séparément toutes les choses comprises dans le concept, jusqu'à ce qu'elle eût pris petit à petit connaissance du tout, il n'y aurait d'abord aucune mémoire humaine assez riche pour y suffire, et ensuite on ne serait jamais sûr d'avoir tout épuisé. C'est pourquoi elle met à profit cette propriété des sphères de concept que nous avons indiquée plus haut, qui consiste à pouvoir se réduire les unes dans les autres et s'étend avant tout aux sphères les plus élevées, comprises dans le concept de son objet. Les rapports mutuels de ces sphères, une fois déterminés, tous leurs éléments se trouvent déterminés du même coup, et cette détermination devient de plus en plus précise à mesure qu'elle dégage des sphères de concept de plus en plus restreintes. De cette façon seulement, une science peut embrasser totalement son objet. La méthode qu'elle suit pour arriver à la connaissance, c'est-à-dire le passage du général au particulier, la distingue du savoir ordinaire. Aussi, la forme systématique est-elle un élément indispensable et caractéristique de la science. L'enchaînement des sphères de concepts les plus générales de chaque science, c'est-à-dire la connaissance de leurs premiers principes, est à la condition nécessaire pour les étudier. On peut descendre aussi loin qu'on voudra dans les principes particuliers, on n'augmentera pas la profondeur, mais seulement l'extension de son savoir. Le nombre des premiers principes auxquels tous les autres sont subordonnés est très différent suivant les sciences. Si bien que dans quelques-unes, ce sont les cas de subordination qui dominent, et dans les autres, ce sont ceux de coordination. À ce point de vue, les unes exigent une plus grande force de jugement, les autres une plus grande mémoire. C'est un point déjà connu des scolastiques qu'aucune science, toute conclusion exigeante de prémices, ne peut sortir d'un principe unique, lequel sera très vite épuisé. Il en faut plusieurs, 2 au moins. Les sciences de classification, la zoologie, la botanique, et aussi la physique et la chimie, en tant que ces dernières ramènent toutes les actions inorganiques à un nombre restreint de forces élémentaires, ont la plus vaste subordination. Au contraire, l'histoire n'en a proprement aucune, car le général chez elle consiste en considération sur les périodes principales. Considération dont on ne peut pas déduire les circonstances particulières. Elles ne sont subordonnées que dans le temps aux périodes principales. Au point de vue de l'idée, elles sont simplement coordonnées avec elles. C'est pourquoi l'histoire, à proprement parler, est un savoir plutôt qu'une science. En mathématiques, il y a bien, quand on suit le procédé d'Euclide, des axiomes, c'est-à-dire des principes premiers indémontrables, auxquels toutes les démonstrations sont subordonnées de proche en proche. Mais ce procédé n'est pas essentiel à la géométrie. Et en réalité, chaque théorème amène une construction nouvelle dans l'espace, qui est indépendante des précédentes, et qui peut fort bien être admise indépendamment de celle-ci, par elle-même, dans la pure intuition de l'espace, où la construction la plus compliquée est en elle-même aussi immédiatement évidente que l'axiome. Mais nous reparlerons de ce point plus loin. En attendant, chaque proposition mathématique reste une vérité générale qui vaut pour un nombre infini de cas particuliers, et la méthode essentielle des mathématiques est cette marche graduelle des propositions les plus simples aux plus complexes, qui peuvent d'ailleurs se convertir les unes dans les autres. Et ainsi, les mathématiques, considérées à tous les points de vue, sont une science. La perfection d'une science comme telle, c'est-à-dire quant à sa forme, consiste
à ce que les principes soient aussi subordonnés et aussi peu coordonnés que possible. Par conséquent, le talent scientifique en général, c'est la faculté de subordonner les sphères de concepts suivant l'ordre de leurs différentes déterminations. De cette façon, et c'est ce que Platon recommande si souvent, la science ne se compose pas d'une généralité au-dessous de laquelle on rencontre immédiatement une infinité de cas particuliers simplement juxtaposés. C'est une connaissance progressive qui va du général au particulier au moyen de concepts intermédiaires et de divisions fondées sur des déterminations de plus en plus restreintes. D'après Kant, elle satisfait ainsi également à la loi d'homogénéité de spécification. Mais par cela même que la perfection scientifique proprement dite résulte de là, il est clair que le but de la science n'est pas une plus grande certitude. Car la plus mince des connaissances particulières est aussi certaine. Son vrai but est de faciliter le savoir, en lui imposant une forme, et par là la possibilité pour le savoir d'être complet. De là l'opinion courante, mais erronée, que le caractère scientifique de la connaissance consiste dans une plus grande certitude. De là aussi l'opinion, non moins fausse, qui en résulte, que les mathématiques seules et la logique sont des sciences proprement dites, parce que c'est en elles que réside la certitude inébranlable de toute connaissance, par suite de leur complète a priorité. Sans doute, on ne peut leur refuser ce dernier privilège. Mais ce n'est pas en cela que consiste le caractère scientifique, lequel n'est pas la certitude, mais une forme systématique de la connaissance, qui est une marche graduelle du général au particulier. Cette marche de la connaissance, qui est propre aux sciences, et qui va du général au particulier, entraîne cette conséquence que la plupart de leurs propositions sont dérivées de principes précédemment admis, c'est-à-dire fondés sur des preuves. C'est de là qu'est sortie cette vieille erreur qu'il n'y a de parfaitement vrai que ce qui est prouvé, et que toute vérité repose sur une preuve, quand au contraire toute preuve s'appuie sur une vérité indémontrée, qui est le fondement même de la preuve, ou des preuves de la preuve. Il y a donc le même rapport entre une vérité indémontrée et une autre qui s'appuie sur une preuve, qu'entre de l'eau de source et de l'eau amenée par un aqueduc. L'intuition, soit pure et a priori comme en mathématiques, soit a posteriori comme dans les autres sciences, est la source de toute vérité et le fondement de toute science. Il faut en accepter seulement la logique, qui est fondée sur la connaissance non intuitive, quoique immédiate, qu'acquiert la raison de ses propres lois. Ce ne sont pas les jugements fondés sur des preuves, ni leurs preuves, mais les jugements sortis directement de l'intuition, et pour toute preuve fondée sur elle, qui sont à la science ce que le soleil est au monde. C'est d'eux que découle toute lumière, et tout ce qu'ils ont éclairé est capable d'éclairer à son tour. Asseoir immédiatement sur l'intuition la vérité de ces jugements, tirer les assises mêmes de la science de la variété infinie des choses, voilà l'œuvre du jugement proprement dit, la faculté de jugement, qui consiste dans le pouvoir de transporter dans la conscience abstraite ce qui a été une fois exactement connu, et qui est par conséquent l'intermédiaire entre l'entendement et la raison pure. C'est seulement lorsque la puissance de cette faculté est tout à fait remarquable et dépasse vraiment la mesure ordinaire qu'elle peut faire progresser la science. Mais déduire des conséquences, prouver et conclure, cela est donné à tout individu dont la raison est saine. En revanche, abstraire et fixer pour la réflexion la connaissance intuitive en concepts déterminés, de façon à grouper sous un même concept les caractères communs d'une foule d'objets réels, et sous autant de concepts tout ce qu'ils ont d'éléments différents, procéder en un mot de telle sorte que l'on connaisse et que l'on pense comme différent tout ce qui est différent, en dépit d'une convenance partielle, et comme identique tout ce qui est identique, en dépit d'une différence également partielle, le tout conformément au but et au point de vue qui domine dans chaque opération, voilà l'œuvre du jugement. Le manque de cette faculté produit la niaiserie,
Le nier méconnaît tantôt la différence partielle ou relative de ce qui est identique à un certain point de vue, ou tantôt l'identité de ce qui est relativement ou partiellement différent. On peut d'ailleurs, après cette théorie du jugement, employer la division de Kant en jugement réfléchissant et jugement subsumant, suivant que la faculté de juger va de l'objet de l'intuition au concept ou du concept à l'intuition. Dans les deux cas, elle est toujours intermédiaire entre la connaissance de l'entendement et celle de la raison. Il n'y a aucune vérité qui puisse sortir entièrement d'un syllogisme. La nécessité de la fonder sur des syllogismes est toujours relative, et même subjective. Comme toutes les preuves sont des syllogismes, le premier soin pour une vérité nouvelle n'est pas de chercher une preuve, mais l'évidence immédiate. Et ce n'est qu'à défaut de celle-ci qu'on procède provisoirement à la démonstration. Aucune science ne peut être absolument déductive, pas plus qu'on ne peut bâtir en l'air. Toutes ces preuves doivent nous ramener à une intuition, laquelle n'est plus démontrable. Car le monde tout entier de la réflexion repose sur le monde de l'intuition, et y a ses racines. L'extrême évidence, l'évidence originelle, est une intuition, comme son nom même l'indique. Ou bien elle est empirique, ou bien elle repose sur l'intuition a priori des conditions de la possibilité de l'expérience. Dans les deux cas, elle n'apporte qu'une connaissance immanente et non transcendante. Tout concept n'existe et n'a de valeur qu'autant qu'il est en relation, aussi lointaine qu'on voudra, avec une représentation intuitive. Ce qui est vrai des concepts est vrai des jugements qu'ils ont servi à former, et aussi de toutes les sciences. Aussi doit-il y avoir un moyen quelconque de connaître, sans démonstration ni syllogisme, mais immédiatement, toute vérité trouvée par voie syllogistique et communiquée par démonstration. Sans doute, cela sera difficile, pour bien des propositions mathématiques très compliquées, et auxquelles nous n'arrivons que par une série de conclusions, comme par exemple le calcul des cordes des tangentes d'arc que l'on déduit du théorème de Pythagore. Mais même une vérité de ce genre ne peut se fonder uniquement et essentiellement sur des principes abstraits. Et les rapports de dimension dans l'espace sur lesquels elle repose doivent pouvoir être mis en évidence pour l'intuition pure a priori, de telle façon que leur énonciation abstraite se trouve immédiatement certifiée. Tout à l'heure, nous traiterons en détail des démonstrations mathématiques. On parle souvent, et avec beaucoup de fracas, de certaines sciences qui reposeraient entièrement sur des conclusions rigoureusement tirées de prémices absolument certaines, et qui, pour ce motif, seraient d'une solidité inébranlable. Mais on n'arrivera jamais, avec un enchaînement purement logique de syllogismes, si certaines que soient les prémices, qu'à éclaircir et exposer la matière qui repose déjà tout auprès dans les prémices. On ne fera que traduire explicitement ce qui s'y trouvait déjà compris implicitement. Quand on parle de ces fameuses sciences, on a en vue les mathématiques, et particulièrement l'astronomie. La certitude de cette dernière provient de ce qu'elle a à sa racine une intuition a priori, et par conséquent infaillible de l'espace, et de ce que les rapports dans l'espace dérivent les uns des autres avec une nécessité, principe d'être, qui donne la certitude a priori, et peuvent se déduire en toute sûreté. À ces déterminations mathématiques vient se joindre seulement une unique force physique, la gravité agissant dans le rapport exact des masses et du carré de la distance, et enfin la loi d'inertie, certaine a priori, puisqu'elle découle du principe de causalité, ainsi que la donnée empirique du mouvement imprimé une fois pour toutes à chacune de ces masses. Voilà tout l'appareil de l'astronomie, qui, par sa simplicité comme par sa sûreté, conduit à des résultats certains, et par la grandeur de l'importance de son sujet, présente le plus haut intérêt. Par exemple, connaissant la masse d'une planète et la distance qui la sépare de son satellite, je puis en conclure avec certitude le temps que met ce dernier à accomplir sa révolution d'après la deuxième loi de Kepler. Le principe de cette loi est qu'à telle distance, telle vélocité est seule capable de maintenir le satellite attaché à sa planète et de l'empêcher aussi de tomber sur elle. Ainsi,
ce n'est qu'à l'aide d'une pareille base géométrique, c'est-à-dire en vertu d'une intuition a priori, et encore à l'aide d'une loi physique, que l'on peut aller loin avec des raisonnements. Parce qu'ici, ils ne sont pour ainsi dire que des ponts pour passer d'une intuition à une autre. Mais il n'en est pas de même pour de pures et simples conclusions, déduites par une voie exclusivement logique. Cependant, l'origine propre des premières vérités fondamentales de l'astronomie est l'induction. C'est-à-dire cette opération par laquelle on rassemble dans un jugement exact et directement motivé les données comprises dans beaucoup d'intuitions. Sur ce jugement, on fonde alors des hypothèses, lesquelles, confirmées par l'expérience, ce qui est une induction presque parfaite, viennent prouver l'exactitude du premier jugement. Par exemple, le mouvement apparent des planètes est connu empiriquement. Après plusieurs hypothèses fausses sur les relations de ce mouvement dans l'espace, orbite planétaire, on trouva enfin l'hypothèse vraie, puis les lois qui la dirigent, lois de Kepler. Et plus tard, on découvrit aussi la cause de ces lois, gravitation universelle. Et c'est l'accord expérimentalement reconnu de tous les cas nouveaux qui se présentaient avec ces hypothèses et avec toutes leurs conséquences, autrement dit l'induction, qui leur a assuré une certitude complète. La découverte de l'hypothèse était affaire du jugement, qui a justement saisi et convenablement formulé le fait donné. Mais c'est l'induction, c'est-à-dire une induction multiple, qui en a confirmé la vérité. L'hypothèse pourrait même être vérifiée directement, seule intuition empirique, si nous pouvions parcourir librement les espaces et si nos yeux étaient des télescopes. Par conséquent, ici même, les raisonnements ne forment pas la source unique ni essentielle de la connaissance. Ils ne sont qu'un instrument. Enfin, pour donner un troisième exemple dans un autre genre, nous ferons observer que les prétendues vérités métaphysiques de la nature, de celles que Kant établit dans ses éléments métaphysiques de la science de la nature, ne doivent pas non plus leur évidence à des preuves. Ce qui est certain a priori, nous le connaissons directement, et nous en avons la conscience nécessaire, comme étant la forme de toute connaissance. Par exemple, ce principe que la matière est permanente, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni se créer ni se détruire, nous le connaissons directement à titre de vérité négative. En effet, notre intuition pure du temps et de l'espace nous fait connaître la possibilité du mouvement. L'entendement nous fait connaître par la loi de causalité la possibilité du changement de la forme et de la qualité. Mais nous manquons absolument de forme pour nous représenter une création ou une destruction de la matière. Aussi la vérité citée ci-dessus a-t-elle été évidente toujours, partout et à chacun, et n'a jamais sérieusement été mise en doute. Ce qui ne pourrait être si elle n'avait pas d'autre principe de connaissance que la démonstration, si laborieuse et si chancelante de Kant. Mais à part cela, je trouve encore cette démonstration fausse. J'expose cela plus au long dans le supplément. Et j'ai montré plus haut que la permanence de la matière dérive non de la participation du temps, mais de celle de l'espace à la possibilité de l'expérience. La vérification réelle de ces vérités, dites métaphysiques, sous ce rapport, c'est-à-dire de ces expressions abstraites des formes nécessaires et générales de la connaissance, ne peut pas se trouver, à son tour, dans des principes abstraits, mais dans la connaissance directe des formes de la représentation. Connaissance qui s'énonce a priori par des affirmations apodictiques et à l'abri de toute réfutation. Si malgré tout on tient à en faire la preuve, on devra nécessairement démontrer que la vérité en question est contenue en partie, ou sous-entendue, dans une autre vérité non contestée. C'est ainsi que j'ai montré, par exemple, que toute intuition expérimentale contient déjà l'application de la loi de causalité, dont la connaissance est, par conséquent, la condition de toute expérience, et ne peut être donnée et conditionnée par cette dernière, ainsi que le prétendait Hume.
En général, les preuves sont destinées moins à ceux qui étudient qu'à ceux qui veulent disputer. Ces derniers nient obstinément toute proposition directement établie. Mais la vérité seule peut s'accorder constamment avec tous les faits. On doit donc leur faire voir qu'ils s'accordent sous une forme immédiatement, ce que sous une autre forme ils nient directement. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer le rapport logiquement nécessaire qui existe entre ce qu'ils nient et ce qu'ils admettent. En outre, il résulte de la forme scientifique, c'est-à-dire de la subordination du particulier au général, en suivant une marche ascendante, que la vérité de bien des propositions est seulement logique. J'entends fondée sur leur dépendance à l'égard d'autres propositions, en un mot sur le seul raisonnement qui leur sert en même temps de preuve. Mais on ne doit jamais oublier que tout cet appareil n'est qu'un moyen pour faciliter la connaissance, et non pour arriver à une plus grande certitude. Il est plus facile de reconnaître la nature d'un animal par l'espèce, ou en remontant plus haut par le genre, la famille, l'ordre, la classe à laquelle il appartient, que d'instituer chaque fois une nouvelle expérience pour l'animal en question. Toutefois, la vérité de toute proposition, déduite par voie syllogistique, n'est jamais qu'une vérité conditionnelle, et qui, en dernière analyse, ne repose pas sur une suite de raisonnements, mais sur une intuition. Si cette intuition était aussi facile qu'une déduction syllogistique, on devrait la préférer au raisonnement, car toute déduction de concept est sujette à bien des erreurs. Les sphères, comme nous l'avons montré, rentrent les unes dans les autres par une infinité de moyens et la détermination de leur contenu est souvent incertaine. On trouverait des exemples de ces erreurs dans les preuves de bien des sciences fausses et dans les sophismes de toute espèce. Sans doute le syllogisme, dans sa forme, est d'une certitude absolue, mais il n'en est pas de même pour ce qui en constitue la matière, j'entends le concept. Car les sphères de ce concept, ou bien ne sont pas assez exactement déterminées, ou bien rentrent de tant de façons les unes dans les autres, qu'une sphère est contenue en partie dans beaucoup d'autres, et qu'on peut ainsi passer de cette sphère à maintes autres, et ainsi de suite, suivant le bon plaisir du raisonneur, ainsi que nous l'avons déjà montré. En d'autres termes, le terminus minor, de même que le medius, peuvent toujours être subordonnés à différents concepts, parmi lesquels on choisit à volonté le terminus major et le medius. Et il en résulte que la conclusion est différente suivant le concept choisi. Il résulte de tout ceci que l'évidence immédiate est toujours préférable à la vérité démontrée, et qu'on ne doit se décider pour celle-ci que lorsqu'il faudrait aller chercher celle-là trop loin. On doit au contraire l'abandonner lorsque l'évidence est tout près de nous, ou seulement plus à notre portée que la démonstration. C'est pourquoi nous avons vu qu'en logique, où pour chaque cas particulier la connaissance immédiate est plus à notre portée que la déduction scientifique, nous ne dirigeons jamais notre pensée que d'après la connaissance immédiate des lois de la raison, et que nous ne nous servons pas de la logique. Chapitre 15. Si maintenant, avec la conviction que l'intuition est la source première de toute évidence, que la vérité absolue consiste uniquement dans un rapport direct ou indirect avec elle, qu'enfin le chemin le plus court est toujours le plus sûr, attendu que la médiation des concepts est exposée à bien des erreurs, si avec cette conviction nous nous tournons vers les mathématiques, telles qu'elles ont été constituées par Euclide, et telles qu'elles sont restées de nos jours, nous ne pouvons nous empêcher de trouver leur méthode étrange, je dirais même absurde. Nous exigeons que toute démonstration logique se ramène à une démonstration intuitive. Les mathématiques, au contraire, se donnent une peine infinie pour détruire l'évidence intuitive qui leur est propre, et qui d'ailleurs est plus à leur portée, pour lui substituer une évidence logique. C'est absolument, ou plutôt ce devrait être à nos yeux comme si quelqu'un se coupait les deux jambes pour marcher avec des béquilles,
ou comme si le prince, dans le triomphe de la sensibilité, tournait le dos à la vraie nature pour s'extasier devant un décor de théâtre qui n'en est qu'une imitation. Je dois rappeler que j'ai dit ici dans mon 6e chapitre, lorsque j'ai traité du principe de raison, afin de rafraîchir la mémoire du lecteur et de lui rendre mes conclusions en quelque sorte présentes. De cette façon, j'y rattacherai les remarques qui vont suivre, sans avoir à distinguer de nouveau le simple principe de connaissance d'une vérité mathématique qui peut être donnée logiquement, du principe d'être, qui est le rapport immédiat, le seul que nous connaissions intuitivement, des parties de l'espace et du temps, dont la perception donne seule une satisfaction complète et une connaissance solide. Tandis que le simple principe de connaissance reste toujours à la surface et peut bien, à la vérité, nous apprendre le comment, mais jamais le pourquoi. Euclide a choisi la seconde voie au grand détriment de la science. Dès le commencement, par exemple, il aurait dû montrer comment, dans le triangle, les angles et les côtés se déterminent réciproquement et sont cause et effet les uns des autres, selon la forme que revêt le principe de raison dans l'espace pur, forme qui, là comme partout, crée la nécessité qu'une chose soit telle qu'elle est. Au lieu de nous donner ainsi une aperception complète de la nature du triangle, il établit quelques propositions détachées, choisies arbitrairement, et en donne un principe de connaissance logique par une démonstration fatigante, basée logiquement sur le principe de contradiction. Au lieu d'une connaissance qui embrasse et épuise tous ces rapports d'espace, nous n'obtenons que quelques-uns des résultats de ces rapports choisis à volonté, et nous nous trouvons dans le cas d'une personne à qui l'on montre les différents effets d'une machine, sans lui permettre de voir le mécanisme intérieur et les ressorts. Nous sommes certainement forcés de reconnaître, en vertu du principe de contradiction, que ce qu'Euclide démontre est bien tel qu'il le démontre, mais nous n'apprenons pas pourquoi il en est ainsi. Aussi éprouve-t-on presque le même sentiment de malaise qu'on éprouve après avoir assisté à des tours d'escamotage, auxquels, en effet, la plupart des démonstrations d'Euclide ressemblent étonnamment. Presque toujours, chez lui, la vérité s'introduit par la petite porte dérobée, car elle résulte par accident de quelques circonstances accessoires. Dans certains cas, la preuve par l'absurde ferme successivement toutes les portes, et n'en laisse ouverte qu'une seule, par laquelle nous sommes contraints de passer pour ce seul motif. Dans d'autres, comme dans le théorème de Pythagore, on tire des lignes, on ne sait pour quelle raison. On s'aperçoit plus tard que c'était des nœuds coulants qui se serrent à l'improviste, pour surprendre le consentement du curieux qui cherchait à s'instruire. Celui-ci, tout saisi, est obligé d'admettre une chose dont la contexture intime lui est encore parfaitement incomprise, et cela à tel point qu'il pourra étudier Euclide entier sans avoir une compréhension effective des relations de l'espace. À leur place, il aura seulement appris par cœur quelques-uns de leurs résultats. Cette science, tout empirique et scientifique, ressemble à celle du médecin, qui connaîtrait la maladie et le remède, mais ignorerait leur rapport. C'est ce qui arrive pourtant lorsqu'on écarte avec un soin jaloux le genre de démonstration ou d'évidence particulier à un genre de connaissance, pour en substituer à toute force un autre, qui répugne à la nature même de cette connaissance. D'ailleurs, la manière dont Euclide manie ce procédé mérite largement l'admiration que tous les siècles lui ont vouée, et qu'on a poussé au point de prendre sa méthode mathématique pour le modèle de toute exposition scientifique. On s'est efforcé de modeler sur elle toutes les autres sciences. Et lorsque plus tard on est revenu à une autre méthode, on n'a jamais bien su pourquoi. À nos yeux, la méthode d'Euclide n'est qu'une brillante absurdité. Maintenant, toute grande erreur, poursuivie consciemment, méthodiquement, et qui emporte avec cela l'assentiment général, qu'elle concerne la vie ou la science, a son principe dans la philosophie alors régnante. Les Éléates, d'abord, avaient découvert la différence, et même l'opposition fréquente, qu'il y a entre le perçu et le pensé, et s'en étaient servis de 1000 façons pour leurs philosophums et leurs sophismes. Ils eurent pour successeurs les mégariques, les dialectiques, les sophistes,
les nouveaux académiciens et les sceptiques. Ceux-ci attirèrent l'attention sur l'apparence, c'est-à-dire sur les erreurs des sens, ou plutôt sur celles de l'entendement, s'emparant de leurs données pour l'intuition. La réalité nous en présente une foule que la raison réfute. Par exemple, l'illusion du bâton brisé dans l'eau et tant d'autres. On reconnut qu'il ne fallait pas se fier absolument à l'intuition, et l'on conclut précipitamment que la vérité ne se fonde que sur la pensée rationnelle, pure et logique. Cependant, Platon, dans le Parménide, les Mégariens, Pyrrhon et les nouveaux académiciens prouvèrent par maint exemple, comme ceux de Sextus Empiricus, que les syllogismes et les concepts peuvent conduire à l'erreur, et même causer des paralogismes et des sophismes, qui se produisent plus facilement et sont bien plus difficiles à résoudre que les erreurs de l'intuition sensible. Alors le rationalisme s'établit sur les ruines de l'empirisme, et c'est conformément à ces principes qu'Euclide assit ses mathématiques, non sur l'évidence intuitive, réservée et nécessairement aux seuls axiomes, mais sur le raisonnement. Sa méthode resta maîtresse pendant des siècles, et il dut en être ainsi tant qu'on n'eut pas distingué l'intuition pure a priori de l'intuition empirique. Déjà, Proclus, le commentateur d'Euclide, semble avoir aperçu cette différence, comme le montre une phrase de lui que Kepler a traduite dans son ouvrage Harmonia Mundi. Mais Proclus n'y attacha pas assez d'importance, isola trop sa remarque, n'y réfléchit pas, et passa outre. C'est seulement 2000 ans plus tard que la doctrine de Kant, qui est appelée à révolutionner si profondément la science, la pensée, la conduite des peuples européens, opérera les mêmes changements en mathématiques. Alors pour la première fois, après avoir appris de ce grand esprit que les intuitions d'espace et de temps diffèrent absolument des intuitions empiriques, ne dépendent en rien des impressions de la sensibilité, qu'elles les conditionnent au contraire et ne sont point conditionnées par elles, c'est-à-dire qu'elles sont a priori et par conséquent à l'abri des illusions sensibles, alors nous pouvons nous convaincre que la méthode logique d'Euclide est une précaution inutile, une béquille pour une jambe qui se porte bien, et qu'il ressemble à un voyageur de nuit qui prendrait pour une rivière un beau chemin bien sûr et bien clair, et qui s'en écartant avec soin continuerait sa route sur un sol pierreux, enchanté de rencontrer de temps en temps la prétendue rivière pour s'en garer. C'est maintenant seulement que nous pouvons dire avec certitude d'où provient ce qui, à la vue d'une figure de géométrie, s'impose à notre esprit comme nécessaire. Ce caractère de nécessité ne vient pas d'un dessin très mal exécuté pour être sur le papier. Il ne vient pas non plus d'une notion abstraite que cette vue fait naître dans notre pensée. Il procède directement de cette forme de toute connaissance que nous possédons a priori dans notre conscience. Cette forme, c'est toujours le principe de raison. Dans l'exemple que nous citons, elle se manifeste comme forme de l'intuition, c'est-à-dire comme espace, comme principe de la raison d'être. Et son évidence et son autorité sont tout aussi grandes et tout aussi immédiates que celles du principe de la raison de connaissance, c'est-à-dire de la certitude logique. Nous n'avons donc aucun profit à ne vouloir nous fier qu'à cette dernière certitude, et nous ne devons pas sortir du domaine propre des mathématiques pour chercher à les vérifier par les concepts qui lui sont tout à fait étrangers. En nous enfermant dans le domaine propre des mathématiques, nous avons cet immense avantage de savoir tout à la fois que telle chose est telle et pourquoi elle est telle. La méthode d'Euclide, au contraire, sépare ces deux connaissances et ne nous donne que la première, jamais la seconde. Nous ne sommes satisfaits en physique qu'après avoir appris non seulement que tel phénomène est ce qu'il est, mais pourquoi il est tel. Savoir que le mercure dans le tube de Torricelli s'élève à 28 pouces n'est pas grand-chose, si on ajoute que cela résulte de la pesanteur de l'air. Mais en géométrie, faut-il donc nous contenter de cette qualité occulte du cercle, qui consiste en ce que si deux cordes se coupent à l'intérieur du cercle, le produit des segments de l'une est égal au produit des segments de l'autre. Euclide, dans la 35e proposition de livre 3, démontre bien, il est vrai, qu'il en est ainsi.
mais nous en sommes encore à connaître le pourquoi. De même, le théorème de Pythagore nous apprend une qualité occulte du triangle rectangle. La démonstration boiteuse et même captieuse d'Euclide nous abandonne au pourquoi, tandis que la simple figure, déjà connue, que nous reproduisons, nous fait entrer du premier coup, et bien plus profondément que la démonstration, au cœur même de la question. Elle nous amène à une plus intime conviction de la nécessité de cette propriété, et de sa liaison avec l'essence même du triangle rectangle. Même dans le cas où les côtés du triangle sont inégaux, on doit arriver à une semblable démonstration, et en général dans le cas de toute vérité géométrique possible. La raison en est que la découverte de ces vérités procède chaque fois d'une semblable nécessité intuitive, et que la démonstration ne vient s'y ajouter qu'après. Ainsi, on n'a besoin que d'une analyse de la marche de la pensée, ou de la première découverte d'une vérité géométrique, pour en connaître intuitivement la nécessité. C'est surtout la méthode analytique que je désirerais pour l'exposition des mathématiques, au lieu de la méthode synthétique dont s'est servi Euclide. Il en résulterait, pour les vérités mathématiques, un peu compliquées, de grandes difficultés sans doute, mais on pourrait en venir à bout. Déjà, en Allemagne, on commence, ça et là, à changer le mode d'exposition des sciences mathématiques, et à préférer la méthode analytique. La plus énergique tentative en ce sens est celle de M. Roszak, professeur de mathématiques et de physique au collège de Nordhausen, qui, dans le programme des examens du 6 avril 1852, a inséré un projet détaillé pour l'enseignement de la géométrie, suivant mes principes. Pour amender la méthode en mathématiques, il faudrait exiger avant tout qu'on abandonnât ce préjugé qui consiste à croire que la vérité démontrée est supérieure à la connaissance intuitive, ou, en d'autres termes, que la vérité logique, reposant sur le principe de contradiction, doit avoir le pas sur la vérité métaphysique, qui est immédiatement évidente et dans laquelle rentre l'intuition pure de l'espace. La certitude absolue et indémontrable réside dans le principe de raison, car ce principe, sous ses différentes formes, constitue le moule commun de toutes nos connaissances. Toute démonstration est un retour à ce principe. Elle consiste à indiquer, pour un cas isolé, le rapport qui existe entre les représentations et que le principe de raison exprime. Ainsi, il est le principe de toute explication, et par conséquent n'est susceptible, ni n'a besoin, d'aucune explication particulière, puisque toute explication le suppose, et n'a de sens que par lui. Mais aucune de ces formes n'est supérieure aux autres. Il est également certain comme principe de la raison d'être, du devenir, de l'agir, ou du connaître. Le rapport de cause à effet est nécessaire, sous l'une comme sous l'autre de ces formes. C'est même l'origine, comme l'unique signification du concept de nécessité. Il n'y a pas d'autre nécessité que celle de l'effet lorsque la cause est donnée, et il n'y a pas de cause qui n'entraîne la nécessité de son effet. Aussi sûre est la conséquence exprimée dans une conclusion qu'on a déduite du principe de raison contenu dans les prémices, aussi sûrement le principe d'être dans l'espace entraîne ses conséquences dans l'espace. Dès que j'ai bien saisi dans une intuition le rapport du principe à la conséquence, j'ai atteint à une certitude aussi complète que n'importe quelle certitude logique. Or, chaque théorème de géométrie exprime ce rapport au même titre que l'un des 12 axiomes. Il est une vérité métaphysique, et comme tel, aussi immédiatement certain que le principe de contradiction lui-même, qui est une vérité métalogique, et le fondement commun de toute démonstration logique. Celui qui nie la nécessité intuitive des rapports d'espace exprimés par un théorème peut contester les axiomes, aussi bien que la conclusion d'un syllogisme, que dis-je, le principe de contradiction lui-même. Car tout cela, ce sont des rapports également indémontrables, immédiatement évidents et perceptibles a priori. Par conséquent, vouloir déduire la nécessité des rapports d'espace perceptibles intuitivement à l'aide d'une démonstration logique basée sur le principe de contradiction, c'est vouloir tout justement donner en fief à quelqu'un un pays qu'il possède comme suzerain. C'est cependant ce qu'a fait Euclide,
Ces axiomes seuls, et cela forcément, reposent sur l'évidence immédiate. Toutes les vérités géométriques suivantes sont prouvées logiquement. C'est-à-dire ces axiomes, une fois posés, par l'accord avec les conditions établies dans le théorème donné, ou avec un théorème antérieur, ou par la contradiction qui naîtrait entre l'opposé du théorème et les données admises, à savoir ou les axiomes, ou les théorèmes précédents, ou la proposition elle-même, mais les axiomes eux-mêmes ne sont pas plus immédiatement évidents que tout autre théorème de géométrie. Ils sont plus simples, vu leur contenu borné. Quand on interroge un criminel, on note ses réponses, pour tirer la vérité de leur comparaison. Mais c'est un pis-aller, auquel on ne saurait se tenir lorsqu'on peut se convaincre immédiatement de la vérité de chaque réponse. D'autant plus que l'individu en question a pu mentir avec suite depuis le commencement. Cette première méthode est cependant celle d'Euclide, quand il interroge l'espace. Il part de ce principe juste que la nature, sous sa forme essentielle, l'espace, est continue, et que par conséquent, comme les parties de l'espace sont dans un rapport de cause à effet, aucune détermination particulière ne peut être autre qu'elle n'est sans se trouver en contradiction avec toutes les autres. Mais c'est un détour pénible et insuffisant. On en arrive ainsi à préférer la connaissance indirecte à la connaissance directe, qui est aussi certaine, à séparer, au grand détriment de la science, le fait de savoir que telle chose est, du fait de connaître, son pourquoi à détourner l'élève de toute vue des lois de l'espace. On le déshabitue de descendre par lui-même jusqu'au principe, et de saisir les rapports des choses, en le poussant à se contenter de la connaissance historique que telle chose existe. Le mérite tant vanté de cette méthode qui exerce, dit-on, la pénétration de l'esprit, consiste en ce que l'élève s'habitue à tirer des conclusions, c'est-à-dire à appliquer le théorème de contradiction, mais surtout à faire des efforts de mémoire pour retenir toutes les données dont il a à comparer la concordance. Il est à remarquer d'ailleurs que cette méthode de démonstration n'a été appliquée qu'à la géométrie, et non à l'arithmétique. Ici, la vérité sort vraiment de la seule intuition, qui consiste dans l'acte de compter. Comme l'intuition du nombre n'existe que dans le temps, et par conséquent n'a besoin d'être présentée par aucun schème sensible, comme les figures géométriques, on ne peut plus soupçonner que l'intuition est seulement empirique, et partant sujette à l'illusion. Soupçon qui a pu introduire en géométrie la démonstration logique. Comme le temps n'a qu'une dimension, compter est l'unique opération arithmétique. C'est à elle que se ramènent toutes les autres. Or, cet acte de compter n'est pas autre chose qu'une intuition a priori, à laquelle on ne peut pas hésiter à se reporter. Elle seule, en dernière analyse, vérifie tout le reste, calcul ou équation. On aurait autant de raisons, et des raisons aussi sûres, de procéder en géométrie comme en arithmétique, et d'y asseoir la vérité sur l'intuition pure a priori. En réalité, c'est la nécessité reconnue intuitivement, conformément au principe de raison d'être, qui donne à la géométrie sa grande évidence. C'est sur elle que repose la certitude qu'ont ces propositions dans la conscience de chacun. Ce n'est pas du tout sur la preuve logique, véritable béquille, toujours étrangère à l'objet même qu'on étudie, vite oubliée dans la plupart des cas, sans que la conviction de l'élève en souffre, et qu'on pourrait tout à fait abandonner sans que l'évidence de la géométrie en fût diminuée, puisque cette évidence est indépendante d'elle, et que la preuve, en définitive, se borne à démontrer une chose dont un autre mode de connaissance nous a déjà parfaitement convaincus. Elle ressemble à un lâche soldat qui achève un ennemi blessé et se vante ensuite de l'avoir tué. Après toutes ces considérations, personne ne doutera, j'espère, que l'évidence en mathématiques, qui est devenue le modèle et le symbole de toute évidence, dérive par son essence même non pas d'une démonstration, mais d'une intuition immédiate, qui là, comme partout,
est le fondement et la source de toute vérité. Cependant, l'intuition, qui est la base des mathématiques, l'emporte de beaucoup sur toutes les autres, et particulièrement sur l'intuition empirique. Comme elle est a priori, et avec cela indépendante de l'expérience, toujours partielle et successive, tout lui est également prochain. Et l'on peut à volonté partir du principe ou de la conséquence. Ce qui lui donne sa grande sûreté, c'est qu'en elle la conséquence est connue dans le principe. Ce genre de connaissance est le seul qui ait le caractère de la nécessité. Par exemple, l'égalité des côtés est reconnue et fondée à la fois sur l'égalité des angles. Au contraire, l'intuition empirique et la majeure partie de l'expérience vont de l'effet à la cause. D'autre part, ce dernier mode de connaissance n'est pas infaillible, car l'effet n'est reconnu nécessaire qu'après que la cause est donnée, et non la cause reconnue par l'effet, puisque le même effet peut résulter de causes différentes. Ce dernier mode de connaissance n'est jamais qu'inductif. L'induction consiste, quand plusieurs effets indiquent la même cause, pour tenir cette cause certaine, mais comme on ne peut réunir l'ensemble des cas, la vérité n'est jamais inconditionnellement certaine. Or, c'est là la vérité inhérente à toute connaissance venue par l'intuition sensible et à presque toute l'expérience. L'affection d'un sens détermine l'entendement à conclure de l'effet à la cause. Mais comme conclure de l'effet à la cause n'est jamais infaillible, il s'ensuit que la fausse apparence, sous la forme d'illusion des sens, est souvent possible, et même se produit, comme nous l'avons déjà montré. Quand plusieurs sens, ou tous les 5 à la fois, sont affectés de manière à indiquer la même cause, alors la possibilité d'erreur devient minime, sans toutefois disparaître complètement. Car dans certains cas, avec de la fausse monnaie par exemple, on trompe tous les sens à la fois. C'est ce qui arrive pour toute notre connaissance empirique. Et par suite, aussi, pour tout ne suffit pas qu'une chose fût certaine et incontestable, en vertu de la conception immédiate et intuitive que nous avons de l'essence du monde. Il cherche encore à la prouver logiquement, indépendamment de la connaissance intuitive. Il n'obtient à vrai dire ses résultats préconçus et dès l'avance certains qu'en prenant pour point de départ des concepts construits arbitrairement, substantia, causa, sut, etc., et en se permettant, dans le cours de la démonstration, toutes les libertés auxquelles donne aisément lieu la largeur excessive de pareils concepts. Ce qu'il y a de véritable et d'excellent dans sa doctrine se trouve par le fait entièrement indépendant de la démonstration. C'est comme en géométrie. Dans les sciences naturelles, on reconnaît également les causes par les effets. Aussi reposent-elles toutes sur des hypothèses, qui se montrent souvent justes, et font place successivement à des hypothèses plus justes. Ce n'est que lorsqu'on institue intentionnellement des expériences que l'on apprend à connaître l'effet par la cause, et c'est là la vraie foi. Mais les expériences elles-mêmes ne sont que la suite des hypothèses. Cela nous explique pourquoi aucune branche des sciences naturelles, ni physique, ni astronomie, ni physiologie, n'a pu être découverte d'un seul coup, comme les mathématiques ou la logique, et pourquoi il a fallu et il faut encore les expériences réunies et comparées de bien des siècles pour en assurer le progrès. Ce n'est qu'une confirmation expérimentale multipliée qui peut donner à l'induction sur laquelle repose l'hypothèse une perfection telle qu'elle puisse, pour la pratique, tenir lieu de certitude et enlever peu à peu à l'hypothèse ses chances originelles d'erreur. C'est exactement ce qui arrive en géométrie pour l'incommensurabilité entre une courbe et une droite, ou en arithmétique pour le logarithme, qu'on n'obtient jamais qu'avec une certitude approchée. Car de même qu'au moyen d'une fraction infinie, on peut poser la quadrature du cercle et la recherche du logarithme aussi près qu'on voudra de l'exactitude absolue, de même de nombreuses expériences peuvent rapprocher l'induction ou connaissance de la cause par l'effet, de l'évidence mathématique ou connaissance de l'effet par sa cause. Et ce rapprochement peut être poussé, sinon à l'infini, du moins assez loin pour que la chance d'erreur devienne négligeable.
Elle existe cependant, par exemple quand nous concluons d'un grand nombre de cas à la totalité des cas, c'est-à-dire à la cause inconnue dont cette totalité dépend. Quelle conclusion de ce genre peut nous sembler plus sûre que celle-ci? Tous les hommes ont le cœur à gauche. Il y a cependant des cas isolés, extrêmement rares sans doute, où l'on constate que le cœur est à droite. Ainsi, l'intuition sensible et les sciences expérimentales participent au même genre d'évidence. La supériorité qu'ont les mathématiques, la science naturelle pure et la logique, comme connaissance a priori, repose uniquement sur ce fait que la partie formelle des connaissances sur laquelle se fonde toute a priorité est donnée tout entière en une fois, et que par conséquent, c'est là seulement qu'on peut aller de la cause à l'effet, tandis qu'ailleurs on remonte la plupart du temps de l'effet à la cause. Du reste, le principe de causalité, ou principe de raison du devenir, qui règle la connaissance empirique, est en lui-même aussi sûr que toutes les autres formes du principe de raison, auxquelles sont soumises les sciences a priori mentionnées plus haut. Les preuves logiques, tirées de concepts, ainsi que leurs conclusions, participent au privilège de l'intuition a priori, qui est d'aller de la cause à l'effet, c'est-à-dire qu'au point de vue formel, elles sont infaillibles. Cela n'a pas médiocrement contribué au prestige de la démonstration a priori. Mais cette infaillibilité est toute relative, car elle fait tout rentrer, par subsumption, dans les principes premiers de la science. Ce sont eux qui contiennent tout le fond de la vérité scientifique. Ils n'ont pas besoin d'être prouvés, mais ils doivent se fonder sur l'intuition, qui est pure dans les quelques sciences a priori que nous avons citées, mais ailleurs, toujours empirique et élevée au général par voie d'induction. Si donc dans les sciences expérimentales, on a prouvé le général par le particulier, le général à son tour a tiré du particulier tout ce qu'il contient de vérité. Il n'est qu'un grenier à provisions, et non un terrain qui produit de son propre fond. Voilà pour le fondement de la vérité. Quant à l'origine et à la possibilité de l'erreur, on a tenté bien d'explications, depuis les solutions toutes métaphoriques de Platon, le pigeonnier, où l'on saisit un autre pigeon que celui qu'on voulait, etc. Voir TT, page 167. On pourra trouver dans la critique de la raison pure, page 294, page 350, les explications vagues et peu précises de Kant, au moyen de l'image du mouvement diagonal. Comme la vérité n'est que le rapport du jugement au principe de la connaissance, on se demande comment celui qui juge peut croire qu'il possède réellement ce principe sans le posséder. En d'autres termes, comment l'erreur, l'illusion de la raison, est possible. Je considère cette possibilité comme analogue à celle de l'illusion, ou erreur de l'entendement, que nous avons expliquée plus haut. Mon opinion, et c'est ici la place naturelle de cette explication, est que toute erreur estime conclusion de l'effet à la cause. Cette conclusion est juste lorsqu'on sait que l'effet procède de telle cause et non d'une autre. Autrement, elle ne l'est plus. De deux choses l'une. Ou bien celui qui se trompe attribue à un effet une cause qu'il ne peut avoir, auquel cas il démontre une pauvreté réelle d'entendement, c'est-à-dire d'une incapacité notoire à saisir immédiatement le lien entre l'effet et la cause. Ou bien, et c'est ce qui arrive le plus souvent, on attribue à l'effet une cause possible, mais avant de conclure de l'effet à la cause, on ajoute aux prémices de la conclusion l'idée sous-entendue que l'effet en question est toujours produit par la cause que l'on indique. Ce qu'on est autorisé à faire qu'après une induction complète, mais ce qu'on fait cependant sans avoir rempli cette condition. Ce toujours est un concept beaucoup trop large. Il faudrait le remplacer par jusqu'ici, ou la plupart du temps. Alors la conclusion serait problématique, et à ce titre, ne serait pas fausse. La cause de l'erreur que nous venons de dire, c'est une trop grande précipitation, ou une connaissance bornée des possibilités qui empêche de voir la nécessité d'une induction. L'erreur est donc de tout point analogue à l'illusion. Tous deux consistent à conclure de l'effet à la cause,
l'illusion étant toujours produite par le simple entendement, conformément à la loi de causalité, c'est-à-dire dans l'intuition même, et d'autre part, conformément au principe de raison sous toutes ses formes. C'est-à-dire dans la pensée même, mais le plus souvent aussi conformément au principe de causalité, comme le prouvent les trois exemples suivants, que l'on peut considérer comme les trois types ou symboles des trois genres d'erreurs. 1. L'illusion des sens, illusion d'entendement, occasionne l'erreur, illusion de la raison pure. Par exemple, lorsqu'on prend un tableau pour un haut relief et qu'on le regarde réellement comme tel, on n'a pour cela qu'à tirer la conclusion de cette prémisse. Quand le gris foncé se dépose sur une surface en se dégradant jusqu'au blanc, il faut en chercher toujours la cause dans la lumière qui éclaire différemment les saillies et les creux. 2. Lorsque je constate qu'on a pris de l'argent dans ma caisse, c'est toujours parce que mon domestique s'est fait faire une fausse clé, ergo. 3. Quand l'image du soleil réfractée par un prisme, c'est-à-dire déviée vers le haut ou vers le bas, au lieu d'être blanche et ronde comme avant, se montre allongée et colorée, cela résulte une fois pour toutes de ce qu'il y avait dans la lumière des rayons lumineux diversement colorés et diversement réfrangibles, lesquels, séparés en vertu de leur différence de réfrangibilité, forment alors cette image déformée et diversement colorée, ergo bibamus. Toute erreur doit se réduire ainsi à une fausse conclusion tirée d'une prémisse, qui n'est souvent qu'une fausse généralisation ou une hypothèse, et qui consiste à supposer une cause à un effet. Il n'en est pas de même, comme on pourrait le supposer, des fautes de calcul, qui ne sont pas à proprement parler des erreurs, mais de simples bévues. L'opération qu'indiquaient les concepts des nombres n'a pas été effectuée dans l'intuition pure, dans l'acte de compter. On en a substitué une autre. Quant au contenu des sciences, ce n'est pas proprement que le rapport des phénomènes entre eux, conformément au principe de raison et en vertu du pourquoi, qui n'a de valeur et de sens que par ce principe. Montrer ce rapport, c'est ce qu'on appelle expliquer. L'explication se borne donc à montrer deux représentations en rapport l'une avec l'autre, sous la forme du principe de raison qui domine dans la catégorie à laquelle elles appartiennent. Après cela, il n'y a plus de pourquoi à demander, car le rapport démontré est ce qui ne peut être autrement représenté, c'est-à-dire est la forme de toute connaissance. Aussi, ne demande-t-on pas pourquoi 2 plus 2 égale 4, ou pourquoi l'égalité des angles dans un triangle entraîne l'égalité des côtés, ou encore pourquoi, étant donné une cause, l'effet suit toujours. On ne demande pas non plus pourquoi la vérité contenue dans les prémices se retrouve dans la conclusion. Toute explication qui ne nous ramène pas à un rapport après lequel il n'y a pas à exiger de pourquoi s'arrête à une qualité occulte que l'on suppose. Toutes les forces naturelles sont des qualités occultes. C'est à l'une d'elles, par conséquent, à l'obscurité complète, que doit forcément aboutir toute explication des sciences naturelles, de sorte qu'on ne peut pas plus expliquer l'essence de la pierre que celle de l'homme. Il est tout aussi impossible de rendre compte de la pesanteur, de la cohésion, des propriétés chimiques de l'une, que des facultés et des actions de l'autre. La pesanteur, par exemple, est une qualité occulte, car on peut l'éliminer. Elle ne sort donc pas nécessairement de la forme de la connaissance. C'est au contraire le cas de la loi d'inertie qui résulte de la loi de causalité. Par conséquent, toute explication qui se ramène à la loi d'inertie est parfaitement suffisante. Deux choses en particulier sont absolument inexplicables, c'est-à-dire ne se réduisent pas à un rapport qu'exprime le principe de raison. D'abord, le principe de raison lui-même, sous ses 4 formes, parce qu'il est source de toute explication. Le principe dont elle emprunte tout son sens. En second lieu, un principe qui ne dépend pas du principe de raison, mais qui n'en est pas moins à la racine de toute représentation. C'est la chose en soi, dont la connaissance n'est pas subordonnée au principe de raison. Nous ne tenterons pas de l'éclaircir ici, nous réservons de le faire dans le livre suivant, où nous reprendrons nos considérations sur les résultats accessibles aux sciences. Mais comme les sciences naturelles, et même toutes les sciences, s'arrêtent devant les choses, sans pouvoir les expliquer,
comme le principe même de leur explication, le principe de raison, ne peut s'élever jusque-là, alors la philosophie s'empare des choses et les examine suivant sa méthode, qui est toute différente de celle des sciences. Dans mes considérations sur le principe de raison, au paragraphe 51, j'ai montré comment l'une ou l'autre forme de ce principe constitue le fil directeur des différentes sciences. En réalité, c'est sur la diversité de ces formes qu'on pourrait asseoir la division la plus exacte des sciences. Nous avons montré que toute explication donnée d'après cette méthode est toujours relative. Elle explique le rapport des choses, mais elle laisse toujours quelque chose d'inexpliqué, qu'elle suppose même. C'est par exemple l'espace et le temps en mathématiques, la matière en mécanique, en physique-chimie, les qualités, les forces premières, les lois de la nature, en botanique et en zoologie, la différence des espèces et la vie elle-même. En histoire, le genre humain avec ses facultés propres, la pensée et la volonté. En un mot, le principe de raison dans l'application de toutes ces formes. Le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne suppose rien de connu, mais qu'au contraire, tout lui est également étranger et problématique, non seulement les rapports des phénomènes, mais les phénomènes eux-mêmes. Elle ne s'en tient même pas au principe de raison, auquel les autres sciences se bornent à tout ramener. Elle n'aurait rien à y gagner, puisqu'un anneau de la chaîne lui est aussi étranger que l'autre, puisque le rapport même des phénomènes en tant que lien lui est aussi étranger que ce qui y est lié, et que cela même, avant comme après la liaison, ne lui est pas plus clair. Car ainsi que nous l'avons dit, cela même que supposent les sciences, et qui est en même temps la base et la limite de leur explication, est le problème propre de la philosophie, laquelle commence, par conséquent, là où s'arrêtent les autres sciences. Elles ne peuvent s'appuyer sur des preuves, car celles-ci déduisent l'inconnu de principes connus, et aux yeux de la philosophie, tout est également étranger et inconnu. Il ne peut exister aucun principe dont le monde entier et tous ses phénomènes ne seraient que la conséquence. C'est pourquoi une philosophie ne se laisse pas déduire, comme le voulait Spinoza, par une démonstration ex firmis principis. La philosophie est la science du plus général. Ces principes ne peuvent donc être la conséquence d'autres plus généraux. Le principe de contradiction se borne à maintenir l'accord des concepts. Il n'en fournit pas lui-même. Le principe de raison explique le rapport des phénomènes, mais non les phénomènes eux-mêmes. Donc le but de la philosophie ne peut être la recherche d'une cause efficiente ou d'une cause finale de tout l'univers. Aujourd'hui, elle doit se demander, moins que jamais, d'où vient le monde et pourquoi il existe. La seule question qu'elle doit se poser, c'est qu'est-ce que le monde ? Le pourquoi est ici subordonné au qu'est-ce que c'est. Il est impliqué dans l'essence du monde, puisqu'il résulte uniquement de la forme de ces phénomènes, le principe de raison, et n'a de valeur et de sens que par lui. Sans doute on pourrait alléguer que chacun sait ce qu'est le monde, sans chercher si loin, puisque chacun est le sujet de la connaissance, et que le monde est sa représentation. Ainsi entendu, ce serait vrai. Mais c'est là une connaissance intuitive in concreto. Reproduire cette connaissance in abstracto, prendre l'intuition successive et changeante, et surtout la matière de ce large concept de sentiment, concept tout négatif, qui délimite le savoir non abstrait, non intelligible, pour en faire au contraire un savoir abstrait, intelligible, durable. C'est là le devoir de la philosophie. Elle doit par conséquent être l'expression in abstracto de l'essence du monde dans son ensemble, du tout comme des parties. Cependant, pour ne pas se perdre dans un dédale de jugement, elle doit se servir de l'abstraction, penser tout le particulier sous la forme du général, et comprendre toutes les différences du particulier sous un concept général. Ainsi, elle devra d'une part séparer, d'autre part réunir et livrer ainsi à la connaissance toute la multiplicité du monde réduite à un petit nombre de concepts essentiels. Par ces concepts, dans lesquels est fixée l'essence du monde, le particulier doit être aussi bien connu que le général, et la connaissance de l'un et de l'autre être étroitement unie. Aussi, la faculté philosophique, par excellence, consiste, suivant le mot de Platon,
à connaître l'unité dans la pluralité et la pluralité dans l'unité. Dès lors, la philosophie sera une somme de jugements très généraux, dont la raison de connaissance immédiate est le monde dans son ensemble, sans en rien exclure. C'est tout ce qui se trouve dans la conscience humaine. Elle ne fera que répéter exactement, que refléter le monde dans des concepts abstraits, et cela n'est possible qu'en réunissant dans un concept tout ce qui est essentiellement identique, et en séparant, pour le réunir dans un autre, tout ce qui est différent. Déjà, Bacon de Verulam avait compris ce rôle de la philosophie. Il le détermine nettement dans ces lignes. Eadumam vera est philosophia, cum mundi ipsius, fosses fidelissimi, reit, et veidi dictante mundo conscripta est, et nihil alud est, quam ejusdem simulacrum et reflectio, neque adit quiquem de proprio set tantum iterat et raisonat. De Augmente Scient, livre 2, c'est ce que nous pensons aussi, mais dans un sens plus large que Bacon. L'harmonie qui règne dans le monde, sous toutes ses faces, et en chacune de ses parties, par cela qu'elle appartient à un tout, doit se retrouver aussi dans cette image abstraite du monde. Par conséquent, dans cet ensemble de jugements, l'un devra pouvoir se déduire de l'autre, et réciproquement. Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils existent, et qu'avant tout, on les formule comme immédiatement fondés sur la connaissance in concreto du monde, d'autant plus que tout fondement immédiat est plus sûr qu'un fondement médiat. Leur harmonie, qui produit l'unité de la pensée, et qui résulte de l'harmonie et de l'unité du monde intuitif, leur fondement commun de connaissance, ne devra pas être appelée la première à les confirmer. Elle ne viendra que plus tard, et par surcroît appuyer leur vérité. Mais on ne connaîtra clairement ce rôle de la philosophie qu'après l'avoir vu à l'œuvre. Chapitre 16. Après toutes ces considérations sur la raison, en tant que faculté de connaissance particulière, exclusivement propre à l'homme, et sur les résultats et les phénomènes qu'elle produit, et qui sont propres à la nature humaine, il me resterait encore à parler de la raison en tant qu'elle dirige les actions humaines, et qu'à ce point de vue, elle mérite le nom de pratique. J'ai dit ailleurs en grande partie ce que j'aurais à en dire ici, notamment dans l'appendice du livre où j'ai combattu l'existence de cette raison pratique, suivant l'expression de Kant, qu'il nous donne, avec une tranquillité parfaite, comme la source de toutes les vertus et comme le principe d'un devoir absolu, c'est-à-dire tombé du ciel. J'ai donné une réfutation détaillée et radicale de ce principe kantien de la morale dans mes problèmes fondamentaux de l'éthique. J'ai donc peu de choses à dire ici de l'influence de la raison, au vrai sens du mot, sur les actions humaines. Déjà au début de mes considérations sur la raison, j'ai remarqué en général combien les actions et la conduite de l'homme diffèrent de celles des animaux, et que cela provient uniquement de la présence de concepts abstraits dans sa conscience. Cette influence est tellement frappante et significative qu'elle nous met avec les animaux dans le même rapport que les animaux qui voient avec ceux qui ne voient pas. Certaines larves, les vers, les zoophytes. Ces derniers reconnaissent uniquement par le tact les objets qui leur barrent le passage ou qui les touchent. Ceux qui voient, au contraire, les reconnaissent dans un cercle plus ou moins étendu. L'absence de raison limite de la même façon les animaux aux représentations intuitives immédiatement présentes dans le temps, c'est-à-dire aux objets réels. Nous autres, au contraire, à l'aide de la connaissance in abstracto, nous embrassons non seulement le présent, qui est toujours borné, mais le passé et l'avenir, sans compter l'empire illimité du possible. Nous dominons librement la vie sous toutes ses faces, bien au-delà du présent et de la réalité. Ce qu'est l'œil dans l'espace pour la connaissance sensible, la raison l'est dans le temps pour la connaissance intérieure. À nos yeux, la vision des objets n'a de sens et de valeur qu'autant qu'elle nous les annonce comme tangibles. De même, toute la valeur de la connaissance abstraite gît dans son rapport avec l'intuition.
C'est pourquoi l'homme naturel met la connaissance immédiate et intuitive bien au-dessus de la connaissance abstraite, du simple concept. Il donne à la connaissance empirique la prééminence sur la connaissance logique. Tel n'est pas l'avis de ceux qui vivent plus en parole qu'en action, et qui ont plus regardé dans les livres et les papiers que dans la vie réelle, au point d'en être devenus pédants et cuistres. Cela seul peut nous faire comprendre comment Leibniz et Wolff, avec tous leurs successeurs, ont pu s'égarer au point d'affirmer, d'après Dunscott, que la connaissance intuitive n'est que la connaissance abstraite confuse. Je dois avouer, à l'honneur de Spinoza, qu'à rencontre de ces philosophes, et avec un sens plus droit, il déclare que toutes les notions générales naissent de la confusion inhérente aux connaissances intuitives. Éthique, chapitre 2, proposition 40, Scolac 1. C'est la même absurde opinion qui a aussi fait rejeter des mathématiques l'évidence qui leur est propre, pour y introduire l'évidence logique. C'est elle encore qui a fait ranger sous la large dénomination de sentiment tout ce qui n'est pas connaissance abstraite, et l'a fait déprécier. C'est elle-même, en un mot, qui a poussé Kant à affirmer, en morale, que la bonne volonté spontanée, celle qui élève sa voix immédiatement après avoir pris connaissance des faits, et qui porte l'homme à la justice et au bien, n'est qu'un vain sentiment et un emportement momentané, sans valeur ni mérite, et à ne reconnaître de valeur morale qu'à la conduite dirigée suivant des maximes abstraites. Cette faculté que la raison a donnée à l'homme, à l'exclusion des animaux, d'embrasser l'ensemble de sa vie sous toutes ses faces, peut être comparée à un plan géométrique de la route terrestre, plan réduit, incolore et abstrait. Il y a le même rapport entre lui et l'animal qu'entre le navigateur qui se dirige à l'aide d'une carte, d'une boussole et d'un sextant, et qui sait constamment où il se trouve, et l'équipage ignorant, qui ne voit que le ciel et les vagues. N'est-il pas surprenant, merveilleux même, de voir l'homme vivre une seconde vie in abstracto, à côté de sa vie in concreto? Dans la première, il est livré à toutes les tourmentes de la réalité. Il est soumis aux circonstances présentes, il doit travailler, souffrir, mourir, comme les animaux. La vie abstraite, telle qu'elle se présente devant la méditation de la raison, est le reflet calme de la première et du monde où il vit. Elle est ce plan réduit dont nous parlions plus haut. Là, de ces hauteurs sereines de la méditation, tout ce qu'il avait possédé, tout ce qui l'avait fortement frappé en bas, lui semble froid, décoloré, étranger à lui-même, du moins pour l'instant. Il est simple spectateur et il contemple. Quand il se retire ainsi, sur les sommets de la réflexion, il ressemble à l'acteur qui vient de jouer une scène, et qui, en attendant l'autre, va prendre place parmi les spectateurs, regarde de sang-froid le déroulement de l'action qui se continue sans lui, fût-ce les préparatifs de sa mort, puis revient pour agir ou souffrir comme il le doit. De cette double vie résulte pour l'homme ce sang-froid, si différent de la stupidité de l'animal privé de raison. C'est grâce à lui qu'après avoir réfléchi, pris une résolution, ou s'être résigné à la nécessité, il subit ou accomplit des actes qu'il considère comme nécessaires, ou parfois comme épouvantables. Le suicide, la peine de mort, le duel, c'était mérité de toute espèce qu'on paye de la vie, et en général toutes les nécessités contre lesquelles se révolte la nature animale. Alors on voit dans quelle mesure la raison commande à cette nature. La raison, ici, on peut le dire maintenant, est vraiment pratique. Partout où l'action est dirigée par la raison, où les motifs sont des concepts abstraits, où l'on n'est pas dominé par une représentation intuitive isolée, ni par l'impression du moment qui entraîne l'animal dans toutes ses circonstances, la raison se montre pratique. Mais que tout cela diffère absolument, et soit indépendant de la valeur morale de l'action, qu'une action raisonnable et une action vertueuse soient deux choses différentes,
que la raison s'allie aussi bien avec la plus noire méchanceté qu'avec la plus grande bonté, et prête à l'une ou à l'autre une énergie considérable par son concours, qu'elle soit également prête et puisse aussi bien servir à exécuter méthodiquement et avec suite un bon ou un mauvais dessein, des maximes prudentes et des maximes insensées, et que tout cela résulte de sa nature, pour ainsi dire féminine, qui peut recevoir et conserver, mais non créer par elle-même, tout cela je l'ai déduit dans mon supplément et éclairci par des exemples. Ce que j'en ai dit trouverait ici naturellement sa place, mais j'ai dû le reléguer dans mon supplément à cause de la polémique contre la prétendue raison pratique de Kant. Je ne puis qu'y renvoyer. Le développement le plus parfait de la raison pratique, au vrai sens du mot, le plus haut point auquel l'homme puisse arriver par le simple emploi de sa raison, par où se montre le plus clairement la différence qui le sépare des animaux, c'est l'idéal représenté par la sagesse stoïcienne. Car l'éthique stoïcienne, à son origine et dans son essence, n'est pas une science de la vertu, mais un ensemble de préceptes pour vivre selon la raison. Chez elle, le but de la vie, c'est le bonheur obtenu par le repos de l'esprit. La vertu ne se rencontre chez les stoïciens que par accident. Elle est un moyen et non une fin. C'est pourquoi l'éthique stoïcienne, par son essence et son point de vue, diffère absolument des systèmes de morale qui n'ont en vue que la vertu, comme par exemple les préceptes des Védas, ceux de Platon, du christianisme, de Kant. Le but de l'éthique stoïcienne est le bonheur. Cependant, l'éthique stoïcienne démontre que le vrai bonheur ne s'acquiert que par la paix et le calme profond de l'esprit, et que cette paix, à son tour, ne s'obtient que par la vertu. Voilà ce que veut dire l'expression « la vertu est le souverain bien ». Qu'on ait peu à peu oublié le but pour le moyen, et qu'on ait recommandé la vertu d'une façon qui trahit une toute autre préoccupation que celle du bonheur personnel, et même qui est en contradiction avec lui, c'est là une de ces inconséquences par lesquelles, dans tout système, la vérité directement connue, ou comme on dit vulgairement, la vérité sentie, nous ramène à la bonne voie, fût-ce en forçant la logique des conclusions. C'est ce que l'on peut voir dans l'éthique de Spinoza, qui, de son principe égoïste, déduit par des sophismes palpables une pure doctrine de la vertu. L'origine de la morale stoïcienne, telle que je l'ai comprise, est donc la question de savoir si la raison, ce privilège de l'homme, qui lui rend indirectement la vie et ses fardeaux plus légers, en réglant sa conduite et par les bons résultats qu'elle produit, ne pouvait pas le soustraire aussi directement, c'est-à-dire par la simple connaissance et d'un seul coup, sinon entièrement, du moins en partie, aux souffrances et aux tourments de toutes sortes qui remplissent son existence. On regardait comme incompatible avec la raison que l'être auquel elle est liée, et qui, grâce à elle, embrasse et domine une infinité de choses et d'objets, fut cependant exposé, pour le présent, au milieu des circonstances que peuvent contenir les quelques années d'une vie si courte, si fugitive, si incertaine, à des douleurs si violentes, à une angoisse si grande, résultant de l'impétuosité de ses convoitises ou de ses répugnances. On crut que la raison ne pouvait mieux être employée qu'à élever l'homme au-dessus de ses misères et à le rendre invulnérable. Cela voulait dire que la vie est si pleine de tourments et de tribulations qu'il faut ou se la soumettre par la raison ou l'abandonner. On voit bien que la pénurie n'engendre pas directement et nécessairement la privation et la souffrance, qui résultent plutôt de la concupiscence non satisfaite, et que cette concupiscence est la condition même sans laquelle la première ne deviendrait pas privation et n'engendrerait pas la souffrance. Toutes les fois en effet que l'homme sort de son sang-froid, toutes les fois qu'il s'affaisse sous les coups du malheur, qu'il entre en colère, ou se livre au découragement, il montre par là qu'il a trouvé des choses autres qu'il ne s'y attendait, conséquemment qu'il s'est trompé, qu'il ne connaissait ni le monde ni la vie, qu'il ne savait pas que la nature inanimée, par hasard,
ou la nature animée en vue d'un but opposé, ou même par méchanceté, contredit à chaque pas les volontés particulières. Il ne s'est pas servi de la raison pour arriver à une connaissance générale de la vie, où le jugement est trop faible en lui pour reconnaître dans le domaine du particulier ce qu'il admet dans le domaine du général. C'est pourquoi il s'emporte et perd son sang-froid. Aussi, toute joie vive est-elle une erreur, une illusion, parce que la jouissance du désir satisfait n'est pas de longue durée. Et aussi parce que tout notre bien ou tout notre bonheur ne nous est donné que pour un temps, et comme par hasard, et peut par conséquent nous être ravis tout à l'heure. Toutes nos douleurs viennent de la perte d'une semblable illusion. Et ainsi nos biens et nos maux viennent tous d'une connaissance incomplète. Voilà pourquoi la douleur et les gémissements sont étrangers aux sages, et pourquoi rien ne saurait ébranler son ataraxie. Fidèle à cet esprit et aux tendances du portique, Épictète commence par là, et arrive à son tour à cette idée qui est comme le centre de sa philosophie, qu'il faut bien distinguer ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas, et établir aucun fondement sur le premier, moyennant quoi on ne connaîtra jamais ni la douleur, ni la souffrance, ni l'angoisse. Mais la seule chose qui dépende de nous, c'est la volonté. Et ainsi on se rapproche peu à peu de la morale proprement dite, après qu'on a remarqué que, si nos maux et nos biens nous viennent du monde extérieur qui ne dépend pas de nous, le contentement ou le mécontentement intérieur nous vient de la volonté. Après cela, on se demanda si c'était aux deux premiers ou aux deux autres qu'il fallait donner les noms de Traun et Mahim. À vrai dire, il n'y avait rien là d'arbitraire, et le nom ne changeait rien à la chose. Néanmoins, les stoïciens engagèrent là-dessus des discussions interminables avec les péripatéticiens et les épicuriens, et ils passèrent leur temps à établir une comparaison impossible entre deux quantités irréductibles l'une à l'autre, et à se jeter mutuellement à la tête les sentences opposées et paradoxales qu'ils déduisaient. Cicéron nous a transmis, dans ses Paradoxa, un recueil intéressant de ces doctrines stoïciennes. Zénon, le fondateur du portique, semble d'abord avoir pris un tout autre chemin. Son point de départ était celui-ci. Pour arriver au souverain bien, c'est-à-dire à la félicité, au repos de l'esprit, il faut vivre d'accord avec soi-même. Mais cela n'était possible qu'à condition de se déterminer raisonnablement, d'après des principes, et non d'après des impressions changeantes et des caprices. Surtout si l'on considère que les maximes seules de notre conduite, et non le succès ou les circonstances extérieures, sont en notre pouvoir. Pour être toujours conséquent avec soi, il fallait donc choisir les premières et non les secondes, et ainsi la morale est rétablie. Déjà les successeurs immédiats de Zénon trouvèrent le principe de sa morale, vivre d'accord avec soi-même, trop formel et trop vive. Ils lui donnèrent alors un contenu, en ajoutant conformément à la nature. Cette nouvelle précision, suivant le témoignage de Stobée, est due à Cléante. Elle devait le conduire très loin, vu la grande étendue du concept et l'indétermination de la formule. Cléante, en effet, désignait par là toute la nature en général, Chrysippe, la nature humaine en particulier. Tout ce qui convenait à celle-ci devait seul être considéré comme vertueux, de même que tout ce qui convient à la nature animale peut seul être considéré comme la satisfaction de ses instincts. C'est un retour énergique à la doctrine de la vertu, et coûte que coûte, on fonda l'éthique sur la physique. Les stoïciens cherchaient avant tout l'unité de principe. Dieu et le monde ne pouvaient être séparés dans leur système. L'éthique stoïcienne, prise dans son ensemble, est en réalité une tentative précieuse et méritoire pour employer la raison à une œuvre importante et salutaire, l'asservissement de la douleur et de la souffrance, de tous les maux, en un mot, qui accablent la vie. De la sorte, l'homme aurait participé
au plus haut degré à cette dignité qui lui appartient comme être raisonnable et qui ne saurait se rencontrer chez les animaux. C'est même à cette condition seule que le mot de dignité a un sens pour lui. Ainsi présenté, l'éthique stoïcienne pourrait donc figurer ici comme un exemple de ce qu'est la raison et des services qu'elle peut rendre. Le but poursuivi par les doctrines stoïciennes, au moyen de la raison et d'une morale fondée uniquement sur elle, peut être atteint dans une certaine mesure, car l'expérience nous apprend que ces caractères raisonnables, appelés vulgairement les philosophes pratiques, sont les plus heureux. Je dois avouer que c'est avec raison qu'on les nomme pratiques, puisque, à l'inverse du philosophe proprement dit, qui transporte la vie dans le concept, il transporte le concept dans la vie. Mais il s'en faut encore de beaucoup que nous arrivions par cette méthode à un résultat parfait, et que l'application de la droite raison nous décharge de tous les fardeaux et de toutes les souffrances de la vie, et nous conduise à la félicité. Il y a une contradiction frappante à vouloir vivre sans souffrir, contradiction qui est enveloppée tout entière dans le mot de vie heureuse. On comprendra ce que je veux dire, pour peu qu'on suive jusqu'au bout de mon exposition. Cette contradiction se trahit déjà dans cette morale de la raison pure elle-même. Le stoïcien n'est-il pas forcé d'introduire dans ses préceptes pour la vie heureuse, car son éthique n'est que cela, l'exhortation au suicide, comme les despotes orientaux ont parmi leurs bijoux un flacon précieux plein de poison. Dans le cas où les souffrances corporelles, que les plus beaux raisonnements du monde ne sauraient alléger, viendraient à prendre le dessus, sans qu'on pût espérer les guérir, alors le but unique du philosophe, la félicité, se serait évanoui, et il n'aurait plus contre la souffrance d'autres ressources que la mort, qu'il doit se donner, comme il prendrait un autre remède. On voit ici toute la différence qu'il y a entre l'éthique stoïcienne et toutes les doctrines que nous avons mentionnées plus haut. Elles prennent pour but immédiat la vertu, même achetée au prix des plus grandes souffrances, et repoussent le suicide comme moyen de se soustraire à la douleur. Mais aucune n'a su fournir d'arguments décisifs contre le suicide, et l'on s'est donné beaucoup de mal pour ne trouver que des motifs spécieux. Dans notre 4e livre, nous trouverons tout naturellement l'occasion de formuler le vrai motif. Cette opposition rend plus manifeste la différence qu'il y a entre le principe fondamental du partique, qui n'est qu'un cas particulier de démonisme, et celui des autres doctrines en question, bien que les unes et les autres se rencontrent dans les conclusions, et aient une parenté visible. La contradiction intime que l'éthique stoïcienne renferme dans son principe se montre mieux encore dans ce fait que son idéal, le stage stoïcien, n'est jamais un être vivant, et qu'il est dépourvu de toute vérité poétique. Ce n'est qu'un mannequin inerte, raide, inaccessible, qui ne sait que faire de sa sagesse, et dont le calme, le contentement et le bonheur sont en opposition directe avec la nature humaine, au point qu'on ne peut même se l'imaginer. Combien il diffère des stoïciens, ces vainqueurs du monde, ces expiateurs volontaires que nous présente la sagesse hindoue, qu'elle-même a produit, ou bien ce Christ sauveur, figure idéale, débordante de vie, d'une si large vérité poétique et d'une si haute signification, et que nous voyons cependant, malgré sa vertu parfaite, sa sainteté, sa hauteur morale, exposé aux plus cruelles souffrances.